Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur le TD1 où nous avons vu les différents types de données. Donc nous allons passer à l'exercice 3, donc où on va s'intéresser aux données de panel. Donc je vais vous expliquer par la suite ce que sont les données de panel. Donc dans cet exercice, on a un panel composé de 6 pays, donc à savoir le Canada, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc pour ce panel, on a leur indice des prix à la consommation sur la période 80-2005. Donc on a les données dans le tableau 3.1 ci-dessous et ces données sont exprimées en bassin pour l'année 2000. Donc c'est-à-dire que l'année 2000, tous les IPC, donc des 6 pays que nous avons, sont égaux à 100. Donc je vous présente les données que l'on a. Donc vous avez les mêmes données sur votre document de TD. Donc vous regardez en ligne, on a les pays, donc Canada, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, États-Unis. Ensuite, en colonne, nous avons les différentes années. Donc, par exemple, pour le Canada, en 1980, donc je vous montre, l'indice des prix à la consommation est égal à 46,16. D'accord? Et ensuite, en 2000, l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des pays est égal à 100. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'année 2000, c'est l'année de référence, donc par rapport à laquelle on va calculer l'IPC pour les différents pays. Donc, je vais vous donner une brève définition de l'indice des prix à la consommation. En fait, l'indice des prix à la consommation va nous permettre de mesurer le taux d'inflation d'une économie. Donc, en fait, les instituts statistiques vont récupérer les données de prix sur un ensemble de paniers de biens représentatifs et ensuite, chaque année, on va récupérer donc les données de prix sur sur ce panier de biens représentatifs. Donc, première définition que je vous donne, donc c'est la définition des données de panel. Donc, si vous vous souvenez bien, dans l'exercice 1 du TD1, on a considéré des données en coupe instantanée ou des données individuelles. Donc, c'est-à-dire que là, on observait un ensemble d'individus à une période de temps donnée. D'accord? Donc là, c'était par exemple le salaire des salariés américains en 1986. Et ensuite, dans l'exercice 2, on a vu des séries temporelles, donc c'est-à-dire que l'on a observé par exemple la série de consommation de la France chaque année de 60 à 2005. En fait, les données de panel, c'est très simple, c'est une combinaison des données qu'on avait dans l'exercice 1 et dans l'exercice 2. En fait, c'est une combinaison des données en coupe instantanée, donc c'est-à-dire qu'on a plusieurs individus, et des séries temporelles, donc c'est-à-dire au cours du temps. Donc en fait, pour, euh, pour simplifier, c'est qu'on va définir les données de panel comme suit. Donc c'est qu'on observe plusieurs individus au cours d'une période à un intervalle de temps régulier. Donc dans notre cas, on observe donc 6 individus chaque année, donc de 80 à 2005. Donc première question, quelle est la fréquence des données? Donc les données ont une fréquence annuelle. Vous le voyez très bien sur le tableau 3.1, donc c'est 80, 81, 82, etc. Ensuite, le nombre d'individus, bon, il est égal à 6, bien évidemment, donc ce sont les 6 pays que nous avons. D'accord? Donc, la deuxième question que l'on nous pose est la suivante. Donc, on nous dit que le tableau 3.2 reporte le taux d'inflation pour chacun des pays en pourcentage. Comment ces données ont-elles été déduites du tableau 3.1? Quelle autre formule pourrait-on également utiliser pour calculer la série d'inflation? Expliquez. Donc je vous rappelle rapidement, vous savez tous que le taux d'inflation, c'est le taux de croissance du niveau général des prix. Donc le niveau général des prix, nous allons le mesurer à l'aide de l'indice des prix à la consommation. Donc tout simplement, le tableau 3.1 nous représente donc le niveau général des prix à chaque année. Et donc sur le tableau 3.2, donc on a le taux d'inflation. D'accord? Ben, tout simplement, pour obtenir les taux d'inflation, le taux d'inflation ce n'est rien d'autre que le taux de croissance du niveau général des prix entre T et T-1. D'accord? Donc comment on va calculer le taux d'inflation ici à partir des données du tableau 3.1, donc de la façon suivante. Donc, je vous rappelle, donc je vous ai dit que le taux d'inflation, ce n'est rien d'autre que le taux de croissance du niveau général des prix, donc le taux de croissance de l'IPC. Ben, tout simplement, taux de croissance, vous savez que entre t plus 1 et t, c'est xt plus 1 moins xt sur xt fois 100, d'accord? Donc dans notre cas, on va noter pt le taux d'inflation, d'accord? Donc on a pt, c'est pt moins pt moins 1 sur pt moins 1 fois 100. En fait, PT, c'est l'IPC à la date T. Donc quand vous regardez attentivement l'équation 2, ce que vous faites, ce n'est rien d'autre que le taux de croissance du niveau général des prix entre T et T-1. D'accord? Et donc vous voyez bien qu'on a le taux d'inflation en T,
enfin le pt c'est taux d'inflation en t, donc c'est l'augmentation du niveau général des prix entre t-1 et t. Donc ça c'est la première manière de calculer le taux d'inflation, d'accord? Donc c'est ce qu'on nous a posé comme question. Comment ces données ont-elles été déduites du tableau 3.1? Donc la deuxième partie de la question est la suivante. Donc quelle autre formule pourrait-on également utiliser pour calculer la série d'inflation? D'accord? Donc je vous ai représenté la réponse ici. Donc on nous dit, je vous dis qu'il est également possible de calculer les taux de croissance au moyen de l'approximation suivante. Donc là, on a delta. Donc ici, c'est delta. En fait, c'est l'opérateur différence première, d'accord? Donc c'est que vous faites la différence entre la série en t moins la série en t-1. D'accord? Donc ça, c'est un opérateur de série temporelle. Donc quand vous faites delta ln de pt, ça revient à faire ln de pt moins ln de pt moins 1. D'accord? Ensuite, on va appliquer les propriétés du logarithme. D'accord? Donc ln de a moins ln de b, c'est ce qu'on a là, c'est ln de a sur b. D'accord? Donc quand j'ai ln de pt moins ln de pt moins 1, ça revient à avoir ln de pt sur pt moins 1. D'accord? Ensuite, ln de pt sur pt moins 1, on le réécrit différemment en faisant ln de 1 plus pt moins pt moins 1. Pourquoi? En fait, ça, c'est équivalent à avoir pt sur pt moins 1. Donc, c'est ce que je vous démontre très simplement avec l'équation 5. Donc, on récupère ce que l'on a à l'intérieur de cette parenthèse. Donc, on a 1 plus pt moins pt moins 1 sur pt moins 1. Donc, on met tout au même dénominateur. Donc, on a pt 1 fois pt moins 1. Donc, on a pt moins 1 plus pt moins pt moins 1 sur pt moins 1. Ensuite, donc les pt-1 se simplifient, vous reste pt sur pt-1. Donc on a bien montré que 1 plus pt moins pt-1, c'est bien égal à pt sur pt-1. Donc ces deux choses-là, ces deux quantités-là sont donc équivalentes. Et ensuite, pour montrer que la différence première logarithmique, donc ça c'est une différence première logarithmique, est égale au taux de croissance, on utilise la propriété suivante. On sait que ln de 1 plus x, c'est à peu près égal à x, d'accord? Donc c'est une propriété qui marche pour des petites valeurs de x. Donc ln de 1 plus x, donc dans ce cas-là, le x c'est pt moins pt-1 sur pt-1. Donc il nous reste pt sur moins pt-1 sur pt-1, d'accord? Et donc on voit quoi? Ça nous rappelle tout simplement la définition du taux d'inflation. Parce que le taux d'inflation c'est pt moins pt-1 sur pt-1. Donc nous retrouvons bien le taux de croissance du niveau général des prix lorsque nous utilisons l'opérateur différence première. Donc ensuite, on a une figure qui nous est fournie qui reporte les taux d'inflation de chaque pays. Donc je vous l'ai reproduite avec des couleurs un peu plus voyantes. Donc vous voyez qu'en bleu on a le Canada, en vert on a l'Italie, ensuite on a le Royaume-Uni, rouge bordeaux on a la France, ensuite en orange on a le Japon, et on a les USA dans un rouge un peu plus conventionnel, d'accord? Donc c'est très simple, on observe les taux d'inflation de chacun des pays de 1981 à 2005. Donc la question que l'on nous pose, c'est que peut-on dire quant à l'allure générale des taux d'inflation? Donc la question qu'on vous pose en fait, c'est quel commentaire pouvez-vous faire sur la dynamique des taux d'inflation sur la période? Premier constat, c'est qu'on voit qu'il y a une baisse des taux d'inflation pour l'ensemble des pays. Vous prenez par exemple l'Italie, elle a un taux d'inflation de quasiment 18% en 1981, c'est ça, oui. Et donc vous voyez que son taux d'inflation il diminue au cours du temps pour se stabiliser, idem pour les 5 autres pays que l'on considère, d'accord? Donc c'est ce que je vous note là, on observe une tendance générale à la baisse des taux d'inflation, et ensuite on a une stabilisation des taux d'inflation en 2000. Donc vous voyez que le Japon se stabilise autour d'un taux d'inflation proche de 0%, et les autres pays se stabilisent autour d'un taux d'inflation de plus ou moins 2%. D'accord? Donc une des explications pour ce résultat est la suivante, pardon. En fait, dans les années 70, on avait un phénomène de stagflation, donc on avait un taux de chômage élevé avec une inflation élevée également. Et en fait, dans les années 80, il y a eu une politique de lutte contre l'inflation qui a été mise en place. Donc, par exemple, en France, dans le cadre du tournant de la rigueur.
d'accord? Donc qui en fait a conduit à une modération salariale, et cette modération salariale s'est traduite par une baisse du niveau général des prix. Enfin, plutôt par un ralentissement dans l'augmentation du niveau général des prix, pour être plus précis. Donc la quatrième question est la suivante. Au vu du graphique, quel est le pays pour lequel le taux d'inflation est le plus variable? Quel est le pays pour lequel le taux d'inflation est le moins variable? Donc on regarde rapidement le graphique. Donc on voit qu'on a l'Italie, donc c'est ce graphique-là, d'accord, en vert foncé. Donc on voit que c'est pour ce pays-là que le taux d'inflation donc c'est pour ce pays-là que le taux d'inflation est le plus variable, puisque enfin vous regardez le graphique, ça se voit que la série d'inflation pour l'Italie est plus volatile au cours du temps. Et ensuite le pays pour lequel le taux d'inflation est le moins variable, ben, c'est tout simplement le Japon. Vous regardez le graphique, donc le Japon a une courbe en orange et vous voyez que le taux d'inflation il est déjà relativement bas au début de la période, et ensuite il diminue très faiblement au cours du temps, donc il est beaucoup moins volatile. Après, graphiquement, ça ne se voit pas beaucoup, donc c'est pourquoi en fait on va utiliser des statistiques descriptives sur nos différentes séries, d'accord? Donc ce qu'on nous pose comme question, ce dernier résultat, à savoir le fait que le taux d'inflation de l'Italie soit le moins volatile et que le taux d'inflation du Japon pardon, soit le moins variable, est-ce que c'est confirmé par les statistiques descriptives figurant dans le tableau 3.3 commenté? Donc je vous ai reporté le tableau 3.3 ici, donc je vais vous expliquer comment l'interpréter, c'est très simple. Donc comme tout à l'heure, en ligne on a les pays, donc Canada, France, Italie, Japon, Royaume-Uni. Et ensuite, on a les statistiques descriptives associées à chacun des pays. Donc on a min, donc la valeur minimale du taux d'inflation pour chacun des pays, la valeur maximale de leur taux d'inflation, l'étendue, donc c'est-à-dire la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale du taux d'inflation prise par le pays, d'accord, la moyenne, donc du taux d'inflation, l'écart type empirique du taux d'inflation et le coefficient de variation. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est mesurer la volatilité du taux d'inflation entre les différents pays. D'accord? Donc quand vous allez chercher dans le tableau un indicateur, ce qu'il faut que vous cherchiez, c'est un indicateur de dispersion. Donc et si vous vous souvenez bien, un indicateur de dispersion, ça peut être l'écart type empirique. D'accord? Donc plus il va être élevé, plus la série va être dite volatile. Donc c'est simple, on regarde au niveau de la donnée, oui, écart type empirique, et on regarde là où l'écart type empirique est le plus élevé. D'accord? Donc il est le plus élevé tout simplement pour l'Italie, car nous avons un écart type empirique qui est égal à 4,54. D'accord? Donc c'est donc pour l'Italie pour laquelle l'écart type empirique est le plus élevé. Donc l'Italie, selon cette statistique, a donc le taux d'inflation le plus volatile. D'accord? Ensuite, on regarde le taux d'inflation pour lequel, enfin le pays pour lequel, excusez-moi, donc l'écart type empirique est le plus faible, donc c'est le Japon, donc ce qui nous permet de confirmer que le Japon a une série de taux d'inflation moins volatiles, d'accord? Donc je vais tout simplement lire la réponse à la question pour fixer vos idées. Donc dans cette question, on s'intéresse à la variabilité, volatilité d'une série statistique. Il faut donc utiliser le ou les indicateurs adéquats pour caractériser la volatilité des taux d'inflation des différents pays. Les statistiques descriptives confirment ces appréciations car l'étendue et l'écart type empirique sont respectivement les plus importants et les plus faibles pour l'Italie et le Japon. D'accord? Donc vous regardez tout simplement, aussi on peut utiliser l'étendue, donc c'est ce qui est dit dans la deuxième partie de la réponse à la question. Donc vous regardez l'étendue, c'est quoi? C'est la différence entre la valeur maximale prise par le taux d'inflation du pays et la valeur minimale prise par le taux d'inflation du pays. Donc on regarde, tout simplement, on voit que l'Italie a une étendue est égale à 16,13, c'est-à-dire qu'il y a 16,13 points de différence, enfin pourcentage de différence entre le taux d'inflation le plus élevé pour l'Italie et le plus faible. D'accord? Donc il y a une forte variabilité dans cette série. Et le Japon, quant à lui, il a l'étendue la plus faible de tous les pays.
D'accord? Donc ce qui confirme également le fait que le Japon a le taux d'inflation le moins variable. D'accord? Donc je vous remercie pour votre attention et c'est donc la fin de l'exercice 3 du TD1.